Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec des contes de fées que nous allons nous échapper, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des contes de Madame d'Aulnoy, une contemporaine de Charles Perrault. Le conte que nous abordons désormais s'intitule La princesse printanière. C'est un équivalent de La Belle au bois dormant. La princesse est donc retenue jusqu'à ses 20 ans dans une tour pour se protéger du mauvais sort que lui a jeté la fée Carabosse. Elle se désole, ainsi que les femmes qui s'occupent d'elle, nourrices, mie et sœurs de lait, d'être retenues ainsi en captivité. Quand la princesse les vit en si bon train de s'affliger, elle prit un couteau et dit tout haut : « Ça, je suis résolue de me tuer tout à l'heure. Si vous ne trouvez le moyen de me faire voir la belle entrée de Fanfarinet, jamais le roi et la reine ne le sauront. Avisez ensemble si vous aimez mieux que je m'égorge dans cette place que de me donner cette satisfaction. » Fanfarinet, c'est le prince qu'elle doit éventuellement épouser. À ces mots, la nourrice et les autres recommencèrent à pleurer encore plus fort. Et toutes résolurent de lui faire voir Fanfarinet, ou de mourir en la peine. Elles passèrent le reste de la nuit à proposer des expédients sans en trouver. Et Printanière, qui se désespérait, disait sans cesse : « Ne me faites plus à croire que vous m'aimez. Si vous m'aimiez, vous trouverez bien de bons moyens. J'ai lu que l'amour et l'amitié viennent à bout de tout. » Enfin, elles conclurent qu'il fallait faire un trou à la tour du côté de la ville par où Fanfarinet devait venir. Elles dérangèrent le lit de la princesse et aussitôt elles se mirent toutes à travailler sans cesser jour et nuit. À force de gratter, elles ôtaient le plâtre et puis les petites pierres. Elles en ôtèrent tant qu'elles firent un trou par où l'on pouvait passer une petite aiguille avec bien de la peine. Ce fut par là que Printanière aperçut le jour pour la première fois. Elle en demeura éblouie, et comme elle regardait sans cesse au petit trou, elle vit paraître Fanfarinet à la tête de toute sa troupe. Il était monté sur un cheval blanc qui dansait au son des trompettes et qui sautait à merveille. 6 joueurs de flûte allaient devant. Ils jouaient les plus beaux airs de l'opéra. Et 6 hautbois répondaient par écho, puis les trompettes et les timbales faisaient grand bruit. Fanfarinet avait un habit tout en broderie de perles, des bottes d'or, des plumes incarnates, des rubans partout, tant de diamants, car le roi Merlin en avait des chambres pleines, que le soleil brillait moins que lui. Printanière, à cette vue, se sentit si hors d'elle qu'elle n'en pouvait plus. Et après y avoir un peu pensé, elle jura qu'elle n'aurait point d'autre mari que le beau Fanfarinet, qu'il n'y avait aucune apparence que son maître fût aussi aimable, qu'elle ne connaissait point l'ambition. Et puisqu'elle avait bien vécu dans une tour, elle vivrait bien, s'il le fallait, dans quelque château à la campagne avec lui. Qu'il lui semblait que du pain et de l'eau valaient mieux avec lui que des poulets et du bonbon avec un autre. Enfin, elle en dit tant que ces femmes étaient bien en peine, où elle en avait appris la 4e partie, et lorsqu'elles voulurent lui représenter son rang et le tort qu'elle se ferait, elle les fit taire sans daigner les écouter. Dès que Fanfarinet fut arrivé dans le palais du roi, la reine vint quérir sa fille. Toutes les rues étaient tapissées et les dames aux fenêtres. Les unes tenaient des corbeilles pleines de fleurs, d'autres pleines de perles, ce qui était bien meilleur, d'excellentes dragées pour jeter sur elle quand elle passerait. L'on commençait à l'habiller, lorsqu'il arriva un nain à la tour, monté sur un éléphant. Il venait de la part des 5 bonnes fées qu'il avait douées le jour de sa naissance. Elle lui envoyait une couronne, un sceptre, une robe de brocart d'or, une jupe d'ailes de papillon d'un travail merveilleux, avec une cassette plus merveilleuse encore, tant elle était pleine de pierreries. Aussi la disait-on sans prix, et l'on n'a jamais vu tant de richesses ensemble. À cette vue, la reine se pâmait d'admiration. Pour la princesse, elle regardait tout cela assez indifféremment, parce qu'elle ne songeait qu'à Fanfarinet. On remercia le nain. Il eut une pistole pour boire et plus de 1000 aunes de non pareils. De toutes les couleurs,
dont il se fit de belles jarretières, un nœud à sa cravate et à son chapeau. Et ce nain était si petit que, quand il eut tous ses rubans, on ne le voyait plus. La reine lui dit qu'elle chercherait quelque chose pour renvoyer aux fées. Et la princesse, qui était fort généreuse, leur fit présent de plusieurs rouets d'Allemagne avec des quenouilles de bois de cèdre. L'on mit à la princesse tout ce que le nain avait apporté de plus rare. Elle parut à tout le monde d'une si grande beauté que le soleil s'en cacha de dépit et la lune, qui n'est pas trop honteuse, n'osa paraître tant qu'elle fut en chemin. Elle allait à pied par les rues, marchant sur les riches tapis. Le peuple assemblé en foule criait autour d'elle. « Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle! Ah, qu'elle est belle !» Comme elle allait dans ce pompeux appareil, entre la reine et 4 ou 5 douzaines de princesses du sang, sans compter plus de 10 douzaines qui étaient venues des États voisins pour assister à cette fête, le ciel commença de s'obscurcir. Le tonnerre grondait et la pluie mêlée de grêle tombait par torrents. La reine mit son manteau royal sur sa tête. Toutes les dames y mirent leurs jupes. Printanière en allait faire autant quand on entendit dans l'air plus de 1000 corbeaux, chouettes, corneilles et autres oiseaux d'un sinistre augure qui, par leur croassement, n'annonçaient rien de bon. En même temps, un vilain hibou d'une grandeur prodigieuse vient à tire-d'aile tenant dans son bec une écharpe de toile d'araignée brodée d'ailes de chauve-souris. Il laissa tomber cette écharpe sur les épaules de Printanière et l'on entendit de longs éclats de rire qui signifiaient assez que c'était là une mauvaise plaisanterie de Carabosse. À cette lugubre vision, tout le monde se mit à pleurer et la reine, plus affligée que personne, voulut arracher l'écharpe noire. Mais elle semblait clouée sur les épaules de sa fille. « Ah !» dit-elle, « voilà un tour de notre ennemi. Rien ne peut l'apaiser. Je lui ai envoyé inutilement plus de 50 livres de confiture, autant de sucre royal et 2 jambons de Mayence. Elle n'en a tenu compte. » Pendant qu'elle se lamentait, on se mouillait jusqu'aux os. Printanière, entêtée de l'ambassadeur, gagnait toujours pays. Et sans dire un seul mot, elle songeait que pourvu qu'elle pût lui plaire, elle ne se souciait ni de Carabosse, ni de son écharpe de triste présage. Elle s'étonnait en elle-même qu'il ne vint point au-devant d'elle, quand tout d'un coup, elle le vit paraître à côté du roi. Aussitôt, les trompettes, les tambours et les violons firent un bruit agréable. Les cris du peuple redoublèrent. Enfin, la joie parut extraordinaire. Fanfarinet avait beaucoup d'esprit, mais quand il vit la belle Printanière avec tant de grâce et de majesté, il demeura si ravi qu'au lieu de parler, il ne faisait plus que bégayer. L'on aurait dit qu'il était ivre, sans que certainement il n'avait pris qu'une tasse de chocolat. Il se désespérait d'avoir oublié en un clin d'œil une harangue qu'il répétait tous les jours depuis plusieurs mois et qu'il savait assez bien pour la dire en dormant. Pendant qu'il donnait la question à sa mémoire pour la retrouver, il faisait de profondes révérences à la princesse qui, de son côté, en fit demi-douzaine sans aucune réflexion. Enfin, elle prit la parole et, pour le tirer de l'embarras où elle le voyait, elle lui dit « Seigneur Fanfarinet, je connais sans peine que tout ce que vous pensez est charmant. Je vous tiens compte d'avoir tant d'esprit, mais hâtons-nous de gagner le palais. Il pleut à verse, c'est la méchante Carabosse qui nous inonde. Quand nous serons à couvert, elle en sera la dupe. » Il lui répliqua galamment que la fée avait sagement prévu l'incendie que ses beaux yeux allaient faire et que, pour la tempérer, elle répandait des déluges d'eau. Après ce peu de mots, il lui présenta la main pour lui aider à marcher. Elle lui dit tout bas « J'ai pour vous des sentiments que vous ne devinerez jamais, si je ne vous les expliquais moi-même. Cela ne laisse pas de me faire de la peine, mais honni soit qui mal y pense. Sachez donc, monsieur l'ambassadeur, que je vous ai vu avec admiration monter sur votre beau cheval qui danse. J'ai regretté que vous vinssiez ici pour un autre que pour vous. Nous ne laisserons pas, si vous avez autant de courage que moi, d'y trouver un remède. Au lieu de vous épouser au nom de votre maître, je vous épouserai au vôtre. Je sais que vous n'êtes pas prince, vous me plaisez autant que si vous l'étiez. Nous nous sauverons ensemble dans quelque coin du monde.
On en causera d'abord et puis quelque autre fera comme moi, ou peut-être pis, on me laissera en repos pour parler de celle-là. Et j'aurai le plaisir de vivre avec vous. Fanfarinet crut rêver. Car Printanière était une princesse si merveilleuse qu'à moins d'un étrange caprice, il ne pouvait jamais espérer cet honneur. Il n'eut pas même la force de lui répondre. Et s'ils avaient été seuls, il se serait jeté à ses pieds, mais il prit la liberté de lui serrer la main si fort qu'il lui fit grand mal aux petits doigts sans qu'elle criât, tant elle en était affolée. Quand elle entra dans le palais, il retentit de 1000 sortes d'instruments de musique, auxquels des voix presque célestes se joignirent si juste que l'on osait respirer crainte de faire trop de bruit. Après que le roi eut baisé sa fille au front et aux 2 joues, il lui dit « Ma petite brebillette », car il lui donnait toutes sortes de noms d'amitié, « ne veux-tu pas bien épouser le fils du grand roi Merlin ? Voici le seigneur Fanfarinet qui fera la cérémonie pour lui et qui t'emmènera dans le plus beau royaume du monde. » « Oui, dame, mon père, » dit-elle en faisant une profonde révérence. « Je veux tout ce qu'il vous plaira, pourvu que ma bonne maman y consente. »« J'y consens, ma mignonne, » dit la reine en l'embrassant. « Allons, que l'on ouvre les tables. » Ce qu'on fit en diligence. Il y en avait 100 dans une grande galerie, et de mémoire d'homme, on a tant mangé, excepté Printanière et Fanfarinet, qui ne songeaient qu'à se regarder et qui rêvaient si fort qu'il en oubliait tout. Après le repas, il y eut un bal, un ballet et une comédie. Mais il était déjà si tard et l'on avait tant mangé que, malgré qu'on en eût, on dormait tous debout. Le roi et la reine, saisis de sommeil, se jetèrent sur un canapé. La plupart des dames et des cavaliers ronflaient, les musiciens détonnaient et les comédiens ne savaient ce qu'ils disaient. Nos amants seuls étaient éveillés comme des souris et se faisaient sans petite mine. La princesse, voyant qu'il n'y avait rien à craindre et que les gardes couchés sur leur paillasse dormaient à leur tour, elle dit à Fanfarinet « Croyez-moi, profitons d'une occasion si favorable, car si j'attends la cérémonie des épousailles, le roi me donnera des dames pour me servir et un prince pour m'accompagner chez votre roi Merlin. Il vaut donc mieux nous en aller à présent, le plus vite que nous pourrons. » Elle se leva et prit le poignard du roi qui était tout garni de diamants et le couvre-chef de la reine qu'elle avait ôté pour dormir plus à son aise. Elle donna sa main blanche à Fanfarinet pour sortir. Il la prit et mettant un genou à terre, « Je jure, dit-il, à votre Altesse une fidélité et une obéissance éternelle. Grande princesse, vous faites tout pour moi, que ne voudrais-je pas faire pour vous ?» Ils sortirent du palais. L'ambassadeur portait une lanterne sourde et par des rues fort crottées, ils furent au port. Ils entrèrent dans un petit bateau où il y avait un pauvre vieux batelier qui dormait. Ils l'éveillèrent et quand il vit Printanière si belle et si brave avec tant de diamants et son écharpe de toile d'araignée, il la prit pour la déesse de la nuit et se mit à genoux devant elle. Mais comme il ne fallait pas s'amuser, elle lui ordonna de partir. C'était beaucoup hasardé car l'on ne voyait ni la lune, ni les étoiles. Le temps était encore couvert de la pluie que Carabosse avait excitée. Il est vrai qu'il y avait une escarboucle au couvre-chef de la reine qui brillait plus que 50 flambeaux allumés. Et Fanfarinet, à ce qu'on dit, se serait bien passé de la lanterne sourde. Il y avait aussi une pierre qui rendait invisible. Fanfarinet demanda à la princesse où elle voulait aller. « Hélas, dis-je, je veux aller avec vous, je n'ai que cela dans l'esprit. » « Mais, lui dit-il, madame, je n'ose vous conduire chez le roi Merlin, je n'y voudrais pas appendre. »« Eh bien, répliqua-t-elle, allons à l'île déserte des Écureuils. Elle est assez éloignée pour qu'on ne nous y suive pas. » Elle commanda au marinier de partir, et bien qu'il n'eût qu'un petit bateau, il obéit. Comme le jour approchait, le roi, la reine et tout le monde ayant un peu secoué les oreilles et frotté leurs yeux, ils ne songèrent qu'à conclure le mariage de la princesse. La reine, empressée, demanda son riche couvre-chef pour se coiffer. On le chercha depuis les cabinets jusque dans les poêlons, mais le couvre-chef n'y était point. La reine, inquiète, courait en haut, à la cave, au grenier,
et ne pouvait le trouver. Le roi a voulu à son tour remettre son brillant poignard. L'on commença tout de même à fureter partout et l'on ouvrit tel coffre et telle cassette dont il y avait plus de 100 ans que les clés étaient perdues. L'on y trouva 1000 raretés, des poupées qui remuaient la tête et les yeux, des brebis d'or avec leurs petits agneaux, de bonnes écorces de citron et des noix confites. Mais cela ne pouvait consoler le roi. Son désespoir était si grand qu'il s'arrachait la barbe, la reine par compagnie s'arrachait les cheveux. Car en vérité, le couvre-chef et le poignard valaient plus que 10 villes grandes comme Madrid. Plus que 10. Quand le roi vit qu'il n'y avait point d'espérance de rien retrouver, il dit à la reine: Mamour, prenons courage et nous dépêchons d'achever la cérémonie qui nous coûte déjà si cher. Il demanda où était la princesse. La nourrice s'avança et lui dit: Monseigneur, je vous assure qu'il y a plus de 2 heures que je la cherche sans la pouvoir trouver. Ces paroles mirent le comble à la douleur du roi et de la reine. Elle se prit à crier comme un aigle à qui l'on a ravi ses petits et tomba évanouie. Il n'a jamais été rien de si pitoyable. On jeta plus de 2 seaux d'eau de la reine de Hongrie sur le visage de Sa Majesté avant de la pouvoir faire revenir. Les dames et les demoiselles pleuraient et tous les valets disaient: Quoi, la fille du roi est donc perdue? Le roi, voyant que la princesse ne paraissait plus, dit à son grand page: Allez chercher Fanfarinet qui dort dans quelque coin pour qu'il vienne s'affliger avec nous. Le page fut partout, et le trouva aussi peu que l'on avait trouvé Printanière. Le couvre-chef et le poignard. Voilà encore un surcroît d'affliction qui acheva de désoler leur majesté. Le roi fit appeler tous ses conseillers et ses gendarmes. Il entra avec la reine dans une grande salle que l'on avait promptement tendue de noir. Ils avaient quitté leurs beaux habits et pris chacun une longue robe de deuil ceinte d'une corde. Quand on les vit en cet état, il n'eut cœur si dur qu'il ne fut prêt à crever. La salle retentissait de sanglots et de soupirs, les ruisseaux de larmes coulaient sur le plancher. Comme le roi n'avait pas eu le temps de préparer sa harangue, il demeura 3 heures sans rien dire. Enfin, il commença ainsi. Or, écoutez, petits et grands, j'ai perdu ma chère fille printanière. Je ne sais si elle est fondue ou si on me l'a dérobée. Le couvre-chef de la reine et mon poignard, qui valent leur pesant d'or, sont aussi disparus avec elle. Et qui pis est, l'ambassadeur Fanfarinet n'y est plus. Je crains fort que le roi, son maître, n'en recevant point de nouvelles, ne vienne le chercher parmi nous, et qu'il ne nous accuse de l'avoir haché comme chair à pâté. Encore prendrais-je patience si j'avais de l'argent, mais je vous avoue que les frais de la noce m'ont ruiné. Avisez donc, mes chers sujets, ce que je peux faire pour recouvrer ma fille, Fanfarinet et le reste. Chacun admira la belle harangue du roi. Il n'en avait jamais fait de si éloquente. Le seigneur Gambille, chancelier du royaume, prit la parole et dit: Sire, nous sommes tous bien fâchés de votre fâcherie, et nous voudrions avoir donné jusqu'à nos femmes et à nos petits-enfants, et que vous n'eussiez pas un si grand sujet de vous fâcher. Mais apparemment, c'est un tour de la fée Carabosse. Les 20 ans de la princesse n'étaient pas encore accomplis, et puisqu'il faut tout dire, j'ai remarqué qu'elle regardait à tout moment Fanfarinet, et qu'il la regardait aussi. Peut-être que l'amour a fait là quelques tours de son métier. Voilà, c'est sur cette déclaration du chancelier du royaume que nous allons nous arrêter. C'était donc la princesse printanière. Je vous invite évidemment à suivre cette émission pour découvrir la suite de ce conte de fées. Je vous invite aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez.